Ok, donc on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir pour ce séminaire qui fait partie des séminaires Bio pour tous. Et moi, je m'appelle Flora Doff et je fais partie de l'école pratique des hautes études. Et je vais commencer, ce séminaire va porter sur comment rendre une cellule immortelle. Donc je précise bien que c'est au niveau cellulaire et du coup, on ne va pas trop parler de l'organisme en entier. Tout d'abord, je voulais revenir sur les différents types cellulaires qu'il y a. Il y a les eucaryotes, dont nous faisons partie, et la grande partie prokaryotes et archées. Donc, les eucaryotes, ils sont définis comme ayant un noyau au sein de leurs cellules. Et ça peut être des organismes soit pluricellulaires comme nous, donc on a une multitude de cellules, et notre organisme fonctionne grâce à toutes ces cellules. Ou alors, parmi les eucaryotes, il y a aussi des organismes vivants qui n'ont qu'une cellule et ils sont unicellulaires. Mais ils sont quand même dans la famille des eucaryotes parce qu'ils ont un noyau dans lequel il y a leur ADN et c'est pour ça qu'ils font partie de la même grande famille phylogénique. Du coup, dans ces organismes eucaryotes, vous avez les grands animaux comme les éléphants ou nous-mêmes, les Homo sapiens. Vous avez les plantes. Et du coup, en unicellulaire, vous avez les levures, par exemple, que vous connaissez sûrement très bien, puisque c'est les levures qui permettent de fermenter la bière et produire l'alcool qui est dedans. Mais sinon, il y a aussi d'autres organismes unicellulaires qui font partie des eucaryotes, vous connaissez sûrement le paludisme. C'est du coup un parasite qui infecte les cellules, les globules rouges. Et du coup, c'est des organismes unicellulaires qui vont infecter les globules rouges et produire cette maladie, le paludisme ou la malaria, connue sous le nom de la malaria. Et sinon, il y a aussi les organismes du coup prokaryotes ou bactéries, comme on les connaît plus souvent sous le nom de bactéries, qui sont unicellulaires et elles sont définies comme n'ayant pas de noyau. Et par exemple, là, c'est une photo d'une boîte de bactéries en fait, qu'on prend en laboratoire pour identifier certains types de bactéries. Et là, par exemple, c'est bleu parce que cette bactérie-là, elle réagit au milieu dans lequel on la cultive, les nutriments qu'il y a dedans, elle apparaît bleue. D'autres bactéries, par exemple, vont apparaître roses ou blanches. Et celle-là, par exemple, va apparaître bleue. Donc c'est déjà une idée de quelle bactérie ça peut être en laboratoire. Oui. Pas de noyau, ça veut dire en particulier pas d'ADN? Si, s'il y a de l'ADN, mais ça va être dans la bactérie. Il ne va pas avoir de délimitation entre l'ADN et le reste des organites qui composent la bactérie. Ça va être dans le milieu. Du coup, une cellule eucaryote, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est délimité par une membrane cytoplasmique qui va permettre de mettre tout ce beau monde à l'intérieur. Elle va avoir un squelette aussi, qui va lui permettre d'avoir sa forme, qui va lui permettre de bouger. Elle va avoir une sorte d'industrie ou d'usine qui va permettre de produire tout ce qui la compose, mais aussi tout ce qui est envoyé à l'extérieur, ce qui lui permet de communiquer avec le milieu ambiant. Il va y avoir la poubelle de la cellule, ou lysosome, mais bon, on va l'appeler poubelle, qui permet de, dès qu'il y a une mauvaise production, ça va être éliminé dans la poubelle. Dès qu'il va y avoir des choses qui fonctionnent mal ou pas bien, ça va être directement envoyé à la poubelle, ou le lysosome. Il va y avoir la centrale nucléaire de la cellule, qui va permettre de lui donner toute l'énergie, qui sont les mitochondries, ces petits éléments verts. Ça va lui permettre de produire toute l'énergie. Et il y a aussi, du coup, dans le noyau, la carte mère, ou l'ADN. C'est là où est codée toutes les informations sur nous, donc nos cheveux, nos yeux, la couleur de nos yeux, la couleur de notre peau, mais aussi du coup tout ce qui compose la cellule. Ça va être aussi ce qui va permettre de produire la centrale nucléaire, l'industrie. Tout ça, ça va être codé dans notre carte mère ou notre ADN. Donc chaque cellule ou type cellulaire ont une durée de vie limitée. Et par exemple, les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. À chaque fois, ils sont éliminés et reproduits. La peau, par exemple, a une durée de vie seulement de 2 semaines.
elle est à chaque fois recréée, reproduite. La couche intestinale, donc les cellules qui sont vraiment en bordure, qui sont directement en lien avec les aliments, ce qui passe dans notre tube digestif, elles ont que quelques heures de vie. Et donc, comment nous, on pourrait... pourquoi toutes ces cellules ont une durée de vie limitée et comment nous, on pourrait essayer de leur donner une durée de vie un peu plus longue, peut-être. Il y a déjà certaines cellules qui ont un peu cette faculté de vivre très longtemps ou en tout cas de se diviser suffisamment pour avoir un effet d'immortalité. En fait, c'est la définition en biologie de une immortalisation et une immortalité, ça va être la faculté de se renouveler, mais à l'identique, ou alors produire une grande copie, mais d'elle-même. Et vous connaissez sûrement la première cellule qui est produite, qui est l'œuf, la construction de l'œuf avec le spermatozoïde et l'ovule qui permet de produire une cellule. Cette cellule-là, elle est, on dit, totipotente parce qu'elle est capable de recréer un organisme en entier. Et elle est capable de se diviser plusieurs fois pendant 4 jours et à recréer des cellules qui lui sont exactement identiques et à permettre du coup de toutes ces cellules-là permettent de créer un organisme en entier. Si là on prélevait une de ces cellules, qu'on les remettait, qu'on les réimplantait dans, ça permettrait de refaire le blastocyste et l'organisme en entier. Ces cellules-là, elles ont la capacité de tout refaire. Donc si nous on avait par chance encore quelques-unes de ces cellules-là, ça voudrait dire qu'on pourrait se refaire en entier, quoi. Mais bon, malheureusement, elles se différencient et du coup, elles perdent cette capacité et elles deviennent du coup pluripotentes. Elles sont encore capables de faire toutes les lignées cellulaires, toutes les cellules de l'organisme, mais elles sont plus capables de recréer l'organisme en entier. Ensuite, elles se différencient encore une fois, elles sont plus au même endroit dans l'embryon et du coup, là, elles perdent encore une capacité. Elles vont devenir juste, c'est des cellules souches qui vont devenir soit des cellules de l'intestin ou des cellules du sang, etc. Et ensuite, on a des cellules quand nous, on est adultes. En fait, on n'a pas perdu totalement cette capacité de reproduire exactement notre organisme. En fait, on a des cellules souches, mais qui sont localisées. Du coup, on va avoir des cellules souches qui vont permettre de recréer que la peau, des cellules souches qui vont permettre de recréer que le foie. Elles sont plus capables de recréer, par exemple, les cellules neuronales, mais elles vont être capables de faire quand même un organisme, enfin, un tissu en entier. Et sinon, on a d'autres cellules qui sont, on peut dire, immortelles. Par exemple, les cellules neuronales, elles ont la durée de vie de l'organisme. En fait, elles meurent jamais. Elles sont produites, elles meurent si jamais il y a une neurodéficience. Ça, c'est le cas, c'est une pathologie. Elles peuvent mourir, mais si un neurone, on l'a depuis qu'on est... Enfin, un certain nombre de neurones, on les a depuis qu'on est enfant, et ils peuvent avoir la durée de vie de l'organisme. Et il y a des scientifiques qui ont fait une expérience sur des souris et où ils ont prélevé leurs neurones avant qu'ils meurent et ils les ont remis dans une autre souris, comme une greffe de neurones. Et en fait, ces neurones, ils ont survécu la durée de vie des deux organismes, en fait, de la souris et de la deuxième souris. C'est-à-dire que vraiment, si elles ont un milieu qui leur sont confortables, elles peuvent rester en vie. Et de façon très longtemps, enfin, je ne sais pas jusqu'à quand, mais très longtemps. Et sinon, il y a du coup le processus d'immortalisation que nous, on peut utiliser en laboratoire, ou alors qui arrive de temps en temps dans notre organisme même. C'est un processus pathologique qui fait que les cellules se divisent en continu et indéfini. Et elles vont du coup acquérir des nouvelles propriétés qui vont modifier leur morphologie. Et du coup, elles vont avoir une croissance beaucoup plus élevée. C'est souvent le cas des cancers, par exemple. Et c'est souvent dû à un dommage de l'ADN en amont. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que l'ADN ? Donc l'ADN, c'est composé de 4 bases A, T qui sont complémentaires et CG qui sont complémentaires. Ces 4 bases, c'est vraiment notre code génétique. Comme la carte mère, qui par exemple est codée, ou les ordinateurs qui sont codés en 0, 1, notre ADN, il va être composé en A, T, C et G. Et c'est ça qui va faire le code de nos cheveux, le code de nos organes, tout ça. C'est grâce à ces 4 petites bases, A, T, C et G. Et du coup, ces bases, elles vont composer des gènes
qui vont être sur ces brins d'ADN, mais seulement de notre ADN en complet, tous nos chromosomes, seulement 1,5% va coder pour des gènes. Tout le reste, ça va être soit des répétitions, soit des morceaux d'ADN qui vont... On ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais en tout cas, sur cet ADN, il va y avoir les gènes. Et cet ADN, il est tellement grand, en fait, si on le met bout à bout, il fait 2 mètres de long. Et il faut le mettre dans une cellule qui fait 20 micromètres à peu près. Et du coup, il est nécessaire de compacter cet ADN. Il va d'abord être mis autour de ces petites boules qui sont présentes là en microscopie, par exemple. On les voit très bien en microscopie. Et il va avoir encore une autre compaction, qui va être les chromosomes, ce que vous avez peut-être déjà vu en cours de SVT il y a très longtemps, je ne sais pas. Ces chromosomes-là, qui sont en fait la forme très très compactée de l'ADN. Et du coup, l'humain en a 23 paires. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ces gènes, ils sont là, il n'y en a pas beaucoup, mais tout seuls, ils font pas tout. Il faut qu'ils soient exprimés. Et du coup, là, je vous ai représenté par exemple un ADN, où dessus, il y a un gène, qui est représenté par ces petites barres vert et jaune. Ce gène, il va être lu seulement si jamais il y a un facteur qui s'appelle facteur de transcription. Lui, il est juste là pour venir se coller sur l'ADN et démarrer la lecture du gène qui lui est juste à côté en aval. Il va être lu, et ça dans le noyau, on va lui rajouter ensuite, pour qu'il passe dans le cytoplasme, un petit chapeau et une coiffe, parce que dans le milieu cytoplasmique, l'ADN ne peut pas survivre, et du coup, il faut absolument le protéger. Et c'est important pour après, parce que c'est une des façons que je vais revenir ensuite. Et du coup, dans le cytoplasme, cet ARN qui est presque identique que l'ADN, sur lequel on a juste enlevé ces parties jaunes qui sont les introns, qui ne sont pas nécessaires. Ils sont enlevés parce qu'ils ne vont pas servir à la production de la protéine. Et la protéine, c'est ce qui va permettre de produire déjà toute la cellule, mais aussi notre couleur des yeux et tout ce qui est exprimé au sein de l'organisme. Et du coup, s'il y a la protéine, il y a un effet, il y a une expression du gène, un gène cible. Et par exemple, du coup, c'est la couleur de la souris. Là, il y a une expression du gène, et là, il n'y a pas. Donc la souris, elle va être brune, et la souris, elle va être blanche. Donc ça donne des phénotypes complètement différents. Et par exemple, là aussi, on va avoir des gènes qui sont tout le temps différents, qui vont être exprimés. Pour le pancréas, ça ne va pas être les mêmes gènes que pour le foie, ou pour le cerveau, ou encore pour le côlon. Et là, on voit vraiment l'importance de l'expression des gènes qui ne sont pas les mêmes en fonction de la demande et de l'organe qu'on souhaite. Et comment ces gènes, du coup, sont régulés? Pourquoi il n'y a pas les mêmes gènes exprimés dans la cellule du foie que dans la cellule du cerveau ou dans la cellule de l'intestin? Donc là, c'est le schéma que je vous ai fait pour qu'il y ait une expression. Et par exemple, là, ce gène-là, il va être caché par un autre bout d'ADN. Et du coup, le facteur qui nous permet de lire ce bout d'ADN, il ne va pas pouvoir se coller. Et s'il ne peut pas se coller, il ne va pas avoir de lecture. Et du coup, physiquement, là, parce que dans le magma d'ADN, il s'avère que ce gène-là, il va être collé à un autre bout d'ADN, et bien du coup, il ne sera pas lu. Et du coup, ça, c'est une répression physique qui permet du coup que dans chaque cellule, ou dans chaque organe en tout cas, on n'ait pas les mêmes ADN, les mêmes gènes qui vont être lus. Et du coup, là, une petite photo, on a des zones dans notre noyau qui vont être hyper condensées. Et du coup, ce qu'il y a là-dedans, les gènes qui codent peut-être là-dedans dans l'intestin, eh ben, ils ne vont jamais être lus pour une cellule du foie. Imaginons que c'est une cellule du foie. Parce que c'est complètement condensé et du coup, les facteurs, ils ne pourront jamais rentrer et permettre la lecture. Par contre, dans la partie qui est relâchée, qui s'appelle euchromatine, là, les facteurs de transcription vont pouvoir se coller sur le morceau d'ADN et permettre la production du gène et permettre l'effet. Et donc on voit vraiment, là, c'est des coupes d'organes, que ça donne des structures totalement différentes.
Là, c'est par exemple l'œsophage, donc le bout, le tuyau qui permet de relier la bouche et l'estomac. Là, ça va être l'intestin qui donne des structures totalement différentes. Et là, ça va être un morceau du rein. Il y a une coloration un peu spéciale. Donc voilà. Et il y a d'autres régulations. Par exemple, il y a des gènes qui vont permettre... donc là, c'est notre gène cible, notre protéine. Elle est produite, il y a un effet. Mais on va avoir un autre gène qui va lui être en fait complémentaire, qui va produire une autre protéine. Et cette autre protéine, elle va juste dire à notre gène cible d'aller à la poubelle. C'est une sorte de régulation en fait. Il y a les positifs et il y a les négatifs. Et du coup, comme ça permet un équilibre selon la demande de la cellule. Si la cellule elle veut faire plus ça en ce moment, eh ben, il y aura moins de régulateurs. Par contre, si elle dit stop, ne te divise plus par exemple, eh ben, il y aura plus de régulateurs. Vous voyez là par exemple, il n'y a pas beaucoup de gris, beaucoup de vert. Du coup, le vert, il va pouvoir quand même faire l'effet et l'expression qui est son but en fait. Mais si jamais il y a plus de gris et moins de vert, et ben, du coup, il n'y aura plus d'effet. Parce qu'on aura une trop grande expression du gène régulateur qui va aller mettre toutes les protéines vertes à la poubelle. Donc ça, c'est une régulation qui se fait tout le temps selon ce que la cellule elle souhaite. Parce que des fois, la cellule de l'intestin, elle va vouloir plus faire production de mucus de digestion. Du coup, là, elle va pas mettre de régulateur, mais du coup, le gène cible, il va pouvoir produire à fond. Puis des fois, il va pas vouloir produire tant de mucus que ça. Du coup, il va avoir plus de régulateurs. Du coup, c'est une expression qui est modulée en fonction de ce que la cellule souhaite. Donc oui, ça va faire des différenciations différentes, l'expression des gènes. Hein. Ça va des fois permettre la mort cellulaire. Ça va jouer un rôle dans le vieillissement, dans la prolifération cellulaire et dans la migration des cellules. Et tout ça, du coup, c'est ce qu'on peut retrouver. C'est l'expression des gènes, c'est ce qu'on retrouve tout le temps dans les cellules. Et est-ce que vous connaissez, vous, des animaux qui ont une durée de vie très longue ou qui sont presque immortels? Est-ce que ça vous dit quelque chose des animaux? Je connais pas, mais peut-être. Les? Je sais pas, j'ai quelques exemples, mais je les ai peut-être pas tous. Bon, c'est pas grave, je vais donner la réponse du coup. Bon, une des possibles réponses, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y a par exemple le homard qui peut vivre jusqu'à plus de 100 ans. Et lui, en fait, sa faculté, c'est qu'il ne cesse de grandir. En fait, lui, de sa naissance à ses 100 ans, en fait, il grandit. Et il meurt parce que il va avoir un problème, surtout dans son cystosquelette. Donc, c'est son squelette à l'extérieur, comme nos crevettes. Ça va être un dysfonctionnement de la reconstruction de son squelette externe, qui va souvent lui faire qu'il a une faculté motrice qui diminue, ou du coup, il va, par rapport aux prédateurs, ou nous, les pêcheurs, on va plus facilement l'attraper s'il a un dysfonctionnement moteur. Mais sinon, de sa naissance à sa mort, il grandit. Et donc, c'est pour ça qu'on peut trouver des homards qui sont très, très grands, parce que du coup, s'ils arrivent jusqu'à l'âge de 100 ans, c'est vraiment qu'ils vont être grands. Du coup, il n'y a pas tellement le système de vieillissement, puisque lui, c'est plutôt, il a toujours des signaux il est toujours en pleine croissance, en gros. Il y a le planaria qui, lui, régénère son ADN, en fait. Et il régénère son ADN parce que, par exemple, si on lui coupe la tête, il va réussir à régénérer sa tête. Et les scientifiques l'ont coupé même jusqu'à 279 fois. Et sur ces 279 morceaux du planaria, elles ont réussi à reconstruire un ver en entier. Et donc, du coup, c'est parce qu'il y a des cellules souches, en fait, qui sont presque totipotentes, qui sont tout le long de ce ver. Du coup, lui, il a gardé la capacité des cellules presque... les premières cellules de l'embryon que nous, on a, lui, il les garde, en fait, tout le long de sa vie, ce qui lui permet de se régénérer totalement. Du coup, quand on le coupe en deux, c'est comme si on le clonait? C'est pas comme si on le clonait, c'est plutôt, lui, il arrive à se régénérer. Il a deux, lui, après. C'est ça. C'est comme l'hydre, si on lui coupe la tête, lui, il arrive à en produire une autre. Il reste qu'une cellule à la fin. Ouais, non, mais là, parce qu'on l'a coupé vraiment en entier. Ouais.
Et il y a la tortue Galapagos qui, elle vit très longtemps en fait. Elle vit jusqu'à 150 ans, 170 ans. Et du coup, elle a du coup un vieillissement diminué par rapport à nous. Du coup, je vais d'abord vous expliquer pourquoi une cellule meurt. 3 façons d'une cellule A de mourir, les plus communes. Ensuite, je vais vous présenter le cancer et l'utilisation en laboratoire de ces cellules immortelles. Donc, les 3 principales morts. Donc, il y a tout d'abord quand la cellule elle est exilée ou alors qu'elle n'a plus du tout ses moyens de nutrition ou alors que tout ce qu'elle a autour lui est toxique, eh bien, elle va rentrer en nécrose. Des fois, la cellule elle va se suicider aussi ou provoquer ou déclencher un programme de mort qui lui est programmé. Donc, c'est l'apoptose. Et sinon, il y a la cellule qui vieillit, qui se divise, qui fait des enfants et qui, à un moment donné, elle est juste séchée. Et du coup, elle va toujours être vivante un peu, mais elle va avoir des capacités diminuées, très diminuées. Du coup, la première mort cellulaire, je vais vous l'expliquer brièvement. C'est la cellule, elle est privée d'oxygène. Donc, par exemple, est-ce que vous avez déjà senti vous coupez la circulation d'une jambe, d'un bras parce que vous dormez bizarrement, comme moi, et vous essayez de rebouger votre bras et il n'y a plus du tout rien qui passe. Là, c'est parce que le nerf, il va être un peu coupé, mais en fait, vous avez aussi coupé la circulation de l'oxygène pour certaines cellules. Ça va parce que vous avez bougé, du coup, il n'y a pas eu le processus de nécrose, mais si jamais vous ne bougez plus, par exemple, les personnes qui s'évanouissent, mais qui s'évanouissent vraiment, et qui ne vont pas bouger pendant des heures, en fait, tous leurs tissus qui auront été en contact avec le sol, eh ben, ils vont commencer à se nécroser, parce qu'ils n'ont plus été actifs. Parce que même quand on dort, on dit qu'on ne bouge pas, mais en fait, il y a toujours des mouvements. Donc, s'il y a une privation d'oxygène, ou une infection due à des bactéries qui vont envoyer des mauvais signaux, ou alors un venin, par exemple, bah, la cellule, elle va pas mal réagir à ça. Elle va grossir. Donc là, en vert, c'est les petits ronds, c'est les organites qui sont dedans que j'ai représentés. Et au bout d'un moment, elle va exploser, en fait. Elle va se répandre dans le tissu. Et ça, en fait, c'est sale comme mort. Et du coup, ça va envoyer plein de signaux bizarres aux cellules qui sont aux alentours, ce qui va peut-être provoquer à elles aussi leur mort par nécrose. Et ça va être mal géré par l'organisme et ça va être tout un flux qui va être mauvais et qui va produire une mort assez grande sur tout le tissu qui aurait été touché. Et donc pour éviter la nécrose, toujours permettre l'irrigation de vos organes ou de vos tissus. Par exemple aussi c'est le cas pour si vous avez un caillot dans votre sang qui va boucher une veine ou une artère, et tout le tissu tout le sang qui aurait été bloqué et le tissu qui est après ce caillot, il va commencer aussi à nécroser parce que du coup il aura pas eu d'oxygène. C'est le cas aussi pour si jamais vous avez une coupure et où vous avez beaucoup de sang qui coule, on vous fait un garrot. Le garrot, il ne faut pas le laisser trop longtemps, vous savez, parce que du coup, en fait, toutes les cellules qui sont en aval, elles vont avoir plein de signaux toxiques. Et donc, si on enlève le garrot d'un coup, vous allez avoir un signal toxique hyper fort dans tout votre corps. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est très important à gérer au niveau médical et chirurgie. Sinon, il y a la mort cellulaire programmée ou le suicide. Donc, c'est la cellule là qui va déclencher sa mort. Souvent, c'est dû à un dommage de l'ADN. Et par exemple, du coup, l'ADN, là, je vous l'ai représenté avec ces 2 brins. Vous allez avoir un mésappariement. Normalement, en face d'un A, on a un T. Et là, vous allez avoir un G. Mutation, dommage de l'ADN. Vous allez avoir un brin cassé ou les 2 brins cassés. Mutation, dommage de l'ADN, c'est mauvais. Vous allez avoir des pontages. Enfin, les cellules, au lieu de se lier en face, elles vont se lier entre elles ou en diagonale. Tout ça, c'est des dommages à l'ADN, c'est mal géré. Ensuite, il y a les cigarettes, par exemple. Ça donne des produits qui vont venir se fixer à l'ADN, et ça, la cellule non plus, elle n'aime pas. Et des fois, vous avez même beaucoup de viande rouge, des fois, peut causer des problèmes, et ça peut mener à des dommages et à des cancers, dans certains types. Et tout ça, du coup, la cellule, elle n'aime pas, et elle va
Donc, elle va se tuer parce que tout ça, tous ces dommages ADN, elle n'aime pas. Et du coup, elle va envoyer son programme. Donc, c'est la cellule. Il y a un stretch, un dommage ADN ou des signaux externes. Elle va faire des corps apoptotiques. En fait, elle va se diviser. Elle va se créer comme ça des corps apoptotiques qu'on appelle. Elle va se créer des bulles comme ça où c'est pas une vraie division, c'est plutôt elle s'éclate, mais c'est propre. Elle va toujours avoir les membranes, ça va pas être comme la nécrose, des cassages qui vont diffuser dans tout le milieu. Et ça, en fait, ça va pouvoir être géré par d'autres cellules. En fait, les autres cellules à côté, elles vont pouvoir manger ces petits débris. Ou alors les cellules immunitaires, elles vont pouvoir venir ramasser. Et ça, c'est une mort propre. Ça dérange personne. Et c'est même bien parce que du coup, les cellules où il y a un dommage à ADN, quelque chose qui ne va pas, elles vont se détruire elles-mêmes et ça ne va pas faire mal au tissu ou au fonctionnement de ce qu'il y a autour. Donc, comment éviter cette mort cellulaire-là? Elle n'est pas très négative et donc du coup, elle est plutôt due à des choses qui lui sont internes et en fait, c'est souvent dû à ce qu'on appelle des suppresseurs de tumeurs. C'est des cellules qui vont empêcher la tumeur. Donc, ça veut dire que ces protéines-là, dès qu'il y a un dommage ADN, elles vont produire la mort de la cellule, ce qui normalement permet d'éviter une tumeur. Et donc, si on veut éviter cette mort, il faut que ces protéines, elles ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est ce qui arrive dans certains cancers. Et il n'y a que ce moyen-là d'éviter une mort cellulaire programmée parce que c'est dans le programme de la cellule. Du coup, voilà. Ah oui, là, je vous ai mis des vidéos de... Alors, à droite, non, à gauche, c'est des cellules qui vont proliférer normalement. Et à droite, c'est des cellules qu'on a mis une drogue et elles vont mourir. Donc du coup, là, par exemple, ça va devenir vert si ça meurt. Et là, vous avez la prolifération des cellules. Là, vous avez une forte prolifération, où on voit même plus, c'est plus que des cellules, et il n'y a pas beaucoup de morts, pas beaucoup de signaux verts. Par contre, là, on a les cellules, elles vont proliférer beaucoup moins, et ça c'est un marquage où on voit qu'il y a plein d'apparitions de points verts, et comme ça, on peut quantifier des fois la mort cellulaire en microscopie, par exemple. Et là, c'est de l'apoptose. C'est une mort programmée parce qu'on a mis une drogue, et du coup, elles vont mourir en présence de cette drogue. Et là, c'est l'apoptose qui est essentielle en fait au cours du développement. C'est pas une mort, c'est une mort dont on a besoin parce que, par exemple, pour la création des mains, l'apoptose elle va venir en jeu pour créer en fait ces compartiments entre nos doigts. Quand on est embryon, on a des moignons et l'apoptose elle va envoyer, il va y avoir une apoptose de toutes les cellules qui sont entre nos doigts. Donc bon, ça paraît quand même assez utile. Le vieillissement. Donc en fait, ça c'est la cellule, elle va se diviser un nombre de fois. Voilà, souvent elle se divise pour créer des cellules filles. Et en fait, il y a un moment donné où elle va arriver à une limite où elle va plus pouvoir se diviser. Et on va appeler ça la limite de Hayflick. Elle va rentrer en sénescence. La sénescence, elle arrive parce que souvent, à chaque division, en fait, vous avez les chromosomes qui vont être dans le cytoplasme. Et je vous ai dit tout à l'heure que le cytoplasme, c'est hyper toxique, en fait. Et les chromosomes, pour se protéger, ils ont à leur extrémité, comme tout à l'heure, une sorte de décoiffe, en fait. Les extrémités, ça permet de protéger ce qu'il y a à l'intérieur des chromosomes. Et du coup, à chaque division cellulaire, comme le noyau, il va s'éclater, et pour diviser les cellules filles, et du coup, à chaque division, on va perdre un petit morceau de cette protection qui sont aux extrémités des cellules. Et arrivé au moment où on n'a plus du tout cette protection, la cellule a dit stop, là on va commencer à abîmer notre ADN. Et donc du coup, on arrête de se diviser, maintenant on reste là, on ne se divise plus. On va quand même aider le milieu ambiant, nos cellules, notre sœur, on va l'aider. Mais nous par contre, on ne se divise plus parce que là, si on se divise encore, il va y avoir une catastrophe d'ADN, en fait, il va y avoir des mutations, il va y avoir des mauvais signaux, donc c'est pas possible. Et par exemple, du coup, l'homme, il a une limite de Hayflick qui est d'environ 50, 52 pour les cellules normales.
La souris, elle va avoir 14 à 28 de possibilités de se diviser. Chaque division, elle va avoir 14 à 28. Est-ce que vous avez une idée pour la tortue Galapagos? Combien? 60. Qui dit mieux? Elle va être de 125. Elle va être 125. Donc là, on se dit, bon, quand même, il y a une sorte de corrélation, enfin presque. Enfin, je veux dire, nous, on vit jusqu'à 80 ans, elle vit jusqu'à 170, 175 ans. Donc bon, quand même, il y a l'air d'avoir un lien. Et oui. Dans les arbres, par exemple, ça peut vivre, les végétaux, ça peut vivre beaucoup plus longtemps aussi. Alors les végétaux, moi, j'ai pas trop étudié les végétaux, mais les arbres, les arbres, ils ont une apoptose naturelle qui est tous les ans les fleurs, enfin les feuilles. Les feuilles, c'est par apoptose en fait qu'elles meurent. Et à chaque fois, par contre, ils arrivent à en recréer. Et ça, c'est régulé, c'est normal, c'est une mort programmée parce que pour tenir l'hiver. Par contre, les cellules du tronc, j'avoue, je sais pas trop parce que j'ai pas fait UE végétaux, mais, mais oui, je pense que ça doit aller. Donc, les relations entre les télomères avec les divisions, en fait. Par exemple, les cellules souches, les premières cellules, les cellules embryonnaires, elles, en fait, elles arrivent à recréer leurs télomères. Du coup, là, vous avez la longueur des télomères et le nombre de divisions. Donc, les cellules souches, en fait, peu importe le nombre de divisions, elles vont garder la longueur de leurs télomères. Par contre, les cellules pluripotentes, elles, elles sont cellules souches, mais quand même, elles vont perdre leurs télomères à chaque division, mais moins fortement que les cellules normales. Les cellules normales, elles vont, au bout de, chez l'homme, du coup, 50 divisions, elles vont arriver à une limite, en fait, où elles vont arriver à la sénescence, elles vont plus diviser. Et là, la sénescence, elle leur permet de rester quand même un peu en vie quelques temps avant de mourir. Mais par contre, elles vont plus diviser. Il n'y a que si elles se transforment en cellules tumorales que là, elles pourront se rediviser. Mais sinon, elles ne se divisent plus et elles meurent. Comme là, il peut y avoir une deuxième crise pour une cellule tumorale. Mais bon, ça c'est un autre cas. Donc pour éviter, pour en tout cas donner une immortalité aux cellules, il faut du coup éviter qu'elles rentrent en nécrose, éviter qu'elles rentrent en apoptose et éviter qu'elles rentrent en sénescence. Donc le cancer, lui, en fait, il a réussi à faire tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, là, je vous ai mis l'homéostasie cellulaire, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans la cellule. Et vous avez des signaux positifs qui sont les oncogènes et des signaux négatifs qui sont les suppresseurs des tumeurs. Eux, ils disent à la cellule de se diviser. Eux, ils disent à la cellule de ne pas se diviser. Donc, c'est une stabilité entre les signaux positifs et les signaux négatifs qui sont dans la cellule. Et il y a une division cellulaire normale. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais ce n'est pas nécessaire. Et quand ça devient rouge, donc quand la stabilité elle est vraiment déséquilibrée, vous allez avoir soit beaucoup trop d'oncogènes ou de signaux positifs, et donc du coup il va y avoir une prolifération cellulaire, ou dans l'autre cas où il n'y aura plus de signaux de suppression de tumeurs, donc plus de signaux négatifs, et donc du coup on imagine qu'il y a des signaux normaux, mais qu'il n'y a plus de signaux négatifs. Du coup la cellule elle va être dans une instabilité. Ou alors, si on a des signaux de négatifs, mais qu'on a trop de signaux positifs, là aussi, on va avoir une division cellulaire qui va être accrue. En fait, il faut toujours que les signaux ils soient quand même en équilibre. Sinon, on part dans une homéostasie ou une stabilité qui est dérégulée. Et souvent, ça produit une prolifération cellulaire anormale. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais on a là, c'est la régulation. Donc, vous devez avoir une stabilité entre les signaux positifs et négatifs. Si vous avez beaucoup trop de signaux gris, qui seraient par exemple la prolifération de la cellule, et du coup, la cellule, elle va se diviser. Elle va rentrer en division. Et du coup, l'oncogène, en fait, il va pousser les cellules dans la division cellulaire. Et là, c'est
une division cellulaire, du coup la cellule mère qui va se dépliquer son ADN et se diviser, et ben en fait il va y avoir une surexpression par exemple des protéines qui sont là et qui vont leur dire de se diviser. Et du coup, il va y avoir sans cesse une prolifération des cellules si on a trop de cet oncogène-là. C'est ce que j'ai représenté là. Là, c'est une division normale, mais si on a une division qui est accrue à cause de trop d'oncogènes, eh ben, on va avoir plein de cellules filles. Et c'est ce qui se passe dans le cancer. Donc là, c'est encore 2 petites vidéos où vous avez du coup en haut des cellules normales qui vont arrêter de se diviser par contact. Donc là, vous avez les cellules, je sais pas si vous voulez que j'éteigne la lumière ou... Bon, c'est bon. Les cellules, elles vont arrêter de se diviser quand elles vont être en contact. Mais les cellules pathologiques, par exemple, elles vont jamais cesser de se diviser et elles vont produire des amas de cellules comme ça. Et ensuite, il y a les suppresseurs de tumeurs, du coup, qui vont, eux, en général, quand ils sont activés, si jamais il y a une mutation de la cellule, ils vont soit permettre sa réparation, soit ils vont la faire mourir, en fait. Eux, c'est leur job. Donc, s'ils sont actifs, bah, il n'y a pas de problème. Soit ils réparent, soit ils provoquent la mort de la cellule. La mutation ne restera pas dans tous les cas. Par contre, s'ils sont inactifs, s'il y a une mutation sur leur gène à eux spécifiquement, et que du coup, ils ne peuvent plus faire leur travail, et ben du coup, vous allez avoir, par exemple, si ça touche un gène de prolifération, une prolifération des cellules. Et ce qui peut provoquer un carcinome. Donc par exemple, TP53, il est muté dans plus de 50% des cancers. Et lui, il permet normalement l'arrêt du cycle cellulaire. Lui, il permet de vérifier de l'état de l'ADN. Il regarde si tout le monde est au bon endroit et à la bonne place. Et du coup, lui, il va permettre la réparation ou il va provoquer la mort de la cellule. Si il a un rôle en fait de gardien de l'intégrité de l'ADN et de la cellule, qu'elle soit normale. Par contre, s'il est inactif, on s'imagine bien que s'il n'y a plus le gardien, ça permet de partir en vrille, en fait. Et c'est pour ça qu'il est muté dans plus de 50% des cancers. C'est-à-dire qu'il est vraiment important. Et donc, un cancer, en fait, c'est plein de mutations et d'instabilité génétique. Et du coup, les cellules, elles vont produire leurs propres signaux de croissance. Elles vont elles-mêmes se dire de se diviser. Elles vont éviter les signaux d'inhibition. Elles vont dire non, je vous ai pas vu les signaux d'inhibition. Elles vont avoir la capacité d'envahir les autres organes, les autres tissus. Elles vont se répliquer rapidement. Elles vont créer elles vont créer des vaisseaux sanguins en fait pour pouvoir s'autosuffire et permettre au sang de passer et les nourrir en fait. Et ensuite, elles vont du coup pas mourir. Elles vont résister à tous les mécanismes de mort. Et donc là, c'est ce que je vous représente. S'il y a des UV de la cigarette qui vient se coller sur l'ADN, vous avez des sortes de commencements de mutation. Normalement, on le répare par nos systèmes de réparation. Donc, on vire plus de la moitié. Ensuite, on a encore un checkpoint où normalement, ça nous permet de tuer les cellules. Si ça n'a pas été réparé, normalement, on tue la cellule. Mais si jamais il y a une mutation, elle arrive à survivre, à rester dans la cellule, la cellule, elle va être toute seule là et elle va avoir une mutation par rapport aux autres. Et si cette mutation-là, elle n'est pas détectée par les suppresseurs de tumeurs ou par toutes les protéines qui sont censées vérifier la stabilité du génome, elle va rester là. Et si elle a si ça lui permet d'être mieux sélectionnée, ou en tout cas si elle ne meurt pas, elle va avoir une meilleure capacité à survivre. Et du coup, attendez. Et du coup, disons, cette mutation, elle est dans la réparation de l'ADN. Et c'est le cas pour du coup les enfants de la Lune. Je ne sais pas si vous avez entendu. Eux, ils réparent pas leur ADN dû aux UV. Et ils ont une mutation. Et du coup, ça va leur faire plein de tumeurs sur la peau. Et ces tumeurs, en fait, comme ils ne peuvent pas réparer l'ADN, forcément, il va y avoir une apparition de plus de tumeurs. Comme ça va toucher leur mécanisme de réparation de l'ADN. Et donc, du coup, ça va s'augmenter. Il va y avoir d'autres mutations qui vont permettre aux cellules de peut-être proliférer encore plus rapidement.
ça va commencer à faire un cancer, mais tant que c'est dans le tissu, ça peut être encore enlevé et, enfin, être traité, quoi. Mais si ces cellules-là qui ont encore si elles ont encore des mutations sur leur ADN, elles vont encore gagner en faculté peut-être de prolifération ou de migration. Et donc du coup, ça va créer un cancer qui va proliférer et qui va pouvoir atteindre les vaisseaux sanguins et donc du coup qui va pouvoir se déplacer dans l'organisme. Et du coup, normalement, les cellules comme ça, elles sont détectées par le système immunitaire, qui est le dernier recours pour pouvoir, si la cellule, elle se tue pas elle-même, et ben normalement, on a un système immunitaire qui est capable de repérer les cellules qui sont anormales. Et ça, c'est une cellule normale, par exemple, elle exprime des antigènes qui lui disent « Ah, moi, je suis normale, je suis comme ça, je suis bien faite ». Et le système immunitaire, il regarde, il voit que celle-là, elle est normale, du coup, pas de problème. Et puis, si jamais la cellule elle est tumorale et elle n'a pas cet antigène, et ben du coup, la cellule immunitaire, elle va la tuer. Normalement, ça, c'est notre dernier recours pour tuer les cellules tumorales. Mais la cellule tumorale, en général, elle arrive à réexprimer ses antigènes, et du coup, ça trompe notre système immunitaire, qui va du coup pas capter que c'est une cellule anormale. Donc l'immortalisation, c'est dû à tous ces problèmes-là en fait, donc les oncogènes qui sont trop présents ou des suppresseurs de tumeurs qui sont pas actifs ou des protéines qui sont censées réparer l'ADN qui sont plus capables de réparer. Et donc ça va permettre aux cellules d'avoir une division continue et indéfinie. Elles vont avoir des propriétés qui leur en sont propres, mais tout en cachant au système immunitaire. Et du coup, ça leur permet de survivre. Et elles ont une capacité du coup d'immortalisation puisqu'elles réussissent à progresser sans qu'on les arrête, sans qu'elles-mêmes s'arrêtent et sans que le système immunitaire les arrête. Et du coup, en laboratoire, on utilise ces cellules qui sont du coup tumorales pour tester et pour connaître encore plus sur la biologie. Et par exemple, les premières cellules immortelles qui ont été utilisées, c'était des cellules en fait qui avaient été infectées par des virus. Parce que vous avez par exemple le papillomavirus qui provoque le cancer du col de l'utérus. Et ben lui, il crée un cancer au niveau du col de l'utérus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un vaccin. Lui, il arrive en fait à empêcher la cellule de se tuer. Et comment il fait ça? C'est du coup son mécanisme. Le virus, il infecte la cellule. Et en fait, ce virus-là, le papillomavirus, il va intégrer l'ADN. Il va coller son ADN ou son ARN, enfin son ADN. Il va le mettre dans l'ADN de nos cellules qu'il a infectées. Et ça va lui permettre le mécanisme de la cellule va produire les molécules d'ADN du virus. Et du coup, par ce mécanisme-là, il va recréer sa paroi cellulaire, mais il va aussi créer des molécules en fait, qui vont inhiber notre système intrinsèque de la cellule. Par exemple, elle va inhiber les suppresseurs de tumeurs ou les systèmes de réparation. Et du coup, ça va permettre à la cellule de survivre, puisque si la cellule ne meurt pas, ça va permettre au virus de survivre dans la cellule. Parce que normalement, notre cellule, elle voit qu'elle a été infectée et du coup, elle se tue. Mais si le virus, il arrive à dire non, 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 je t'arrête là tout de suite, il produit des molécules qui vont inhiber les molécules de tumeurs suppresseurs. Et donc, du coup, ça va permettre à la cellule de survivre. Et nous, on utilise ça en laboratoire, mais en empêchant tout le mécanisme que le virus a de sortir de la cellule, en fait. Nous, on va juste utiliser ces facultés à inhiber tous les tumeurs de suppresseurs. Et donc, du coup, nous, on utilise juste la faculté qu'a le virus d'immortaliser les cellules, mais en l'empêchant, lui, de se répliquer et de sortir de la cellule. Du coup, ça s'est utilisé, en fait, encore aujourd'hui, pour, si on veut une lignée immortelle, on infecte avec des virus, et ça permet de créer des cellules immortelles. Et sinon, il y a, du coup, recréer les télomères, ce qu'il y a aux extrémités des chromosomes. Normalement, nos cellules, par exemple de peau, elles n'ont plus la faculté de recréer ces télomères-là. Elles l'ont perdu. Par contre, nos cellules souches embryonnaires, elles les ont. Alors,
ça veut dire que dans notre ADN, on a ce qui code pour recréer les télomères, mais on l'a perdu. Donc du coup, nous, on force les cellules à reproduire cette télomérase, donc ce qui reproduit les télomères, et on pousse les cellules à recréer leurs extrémités de chromosomes, ce qui va aussi les immortaliser. Parce que du coup, elles ne vont pas rentrer en sénescence, et du coup, elles ne vont pas mourir. Et du coup, ça, c'est utilisé en laboratoire, et ça a été utilisé pour comprendre le cancer, la biologie des cellules, parce qu'avant, quand on ne connaissait pas les moyens d'immortaliser les cellules, on n'avait aucun moyen vraiment d'étudier la biologie cellulaire et notre ADN, la génétique. Avant qu'on ait ces moyens-là, on n'avait aucun moyen d'étudier l'ADN ou quoi que ce soit. Et donc c'est grâce à ces découvertes-là qu'on a pu faire des avancées sur l'étude du cancer, sur tous les virus comme Ebola, le VIH, les rougeoles, tout ça, ça a été testé sur des lignées cellulaires. Et comprendre la génétique, notre ADN, comment il est composé, comment il se réplique, tout ça, ça a été fait grâce à des cellules immortelles ou immortalisées. Comment les maladies se développent, tout ça, ça a été fait grâce à ces cellules-là. Tester des traitements, donc on essaye d'éviter de tester sur les hommes directement. On essaye d'éviter de tester n'importe quoi sur les animaux aussi. Du coup, on teste sur des cellules, d'abord, sur des cellules cibles, par exemple, pour étudier les traitements sur les cellules neuronales. On va d'abord, au lieu de tester sur le patient ou sur les souris, on va d'abord tester sur des lignées immortalisées de cellules neuronales. C'est beaucoup plus pratique, ça abîme personne, c'est des cellules. Et on a testé du coup ces cellules. En plus, ça permet d'avoir des résultats qui sont comparables, déjà entre les laboratoires. Comme s'ils ont les mêmes lignées cellulaires, ils peuvent faire les mêmes tests, et du coup, on est sûr de nos résultats. Et en plus, on peut faire les tests plusieurs fois. Alors que si on utilise des cellules qui ne sont pas immortelles, du coup, il y a un moment donné où elles vont mourir dans notre laboratoire. Du coup, si on veut retester les manips, les expériences, c'est pas pratique si on a les cellules d'un autre patient et d'un autre patient. Du coup, les résultats, ils vont être faussés. Alors que là, avoir des lignées immortelles, en fait, ça permet d'avoir des bonnes statistiques, déjà parce qu'on a beaucoup de cellules, et en plus parce que du coup, on peut refaire sur les mêmes cellules, pratiquement, les tests. Et ensuite, c'est là-dessus qu'a été fait les premiers clonages. Et du coup, si j'ai le temps, oui, ça va, j'ai encore un peu de temps. Il existe du coup des traitements contre le cancer. Donc la première, c'est la chirurgie. Tant que le cancer il n'a pas atteint, tant qu'il n'a pas atteint son stade où il est métastasique, où il va envahir l'organisme, où les cellules elles ont la capacité de se déplacer, tant qu'il n'a pas cette capacité-là, on peut juste retirer le bout de tumeur et vous êtes guéri. Ensuite, il y a la radiothérapie, donc c'est envoyer des molécules ionisantes, qui ont des propriétés radioactives, et elles vont éliminer les cellules qui se prolifèrent rapidement. Donc ça, c'est assez utile, mais il y a beaucoup d'effets secondaires, mais ça a été utilisé pendant des années. Et maintenant, on utilise beaucoup plus la chimiothérapie, du coup, ce qui sont des molécules chimiques qui vont, elles, cibler les cellules des fois par leurs composants, ou alors parce que aussi elles prolifèrent très rapidement, donc toutes les cellules qui sont en division, on va les tuer. Mais du coup, ça a de grands effets secondaires, puisque vous avez tout le temps des cellules qui sont en division, vos cheveux, vous avez une pousse tout le temps, donc si on arrête la division de vos cellules par une drogue, ça va arrêter la division de toutes vos cellules, mais on comprend que notre corps il se régénère tout le temps. Donc du coup, si jamais on arrête la prolifération de toutes les cellules en même temps, il va y avoir de grands effets secondaires. Et du coup, le traitement contre le cancer, vous en avez un qui est du coup contre le virus du papillomavirus qui produit le cancer de l'utérus. Donc ça a fait un prix Nobel pour la découverte du virus qui en était la cause. Et aussi un traitement qui en tout cas, c'est la prévention contre le cancer, donc le cancer du col de l'utérus par le vaccin, mais aussi le cancer du côlon, où vous avez d'abord du coup des sortes de tumeurs, des bouts de cellules qui se divisent et qui n'ont pas encore la capacité de métastaser. Donc si on l'enlève, on guérit le cancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prévention pour la prévention contre le cancer du col
du côlon et aussi de la prostate, et pareil pour le sein. Parce que si on arrive à l'enlever avant qu'il soit métastasique, bah vous êtes guéri. Mais du coup, des fois, vous avez quand même du coup, si le cancer il est métastasique, et vous utilisez une drogue qui cible toutes les cellules qui se prolifèrent, bah, si vous utilisez la drogue, elle va tuer toutes les cellules qui sont en prolifération, mais celles qui ne prolifèrent pas, bah, elles vont rester. Et puis au bout d'un moment donné, en fait, elles ont d'autres capacités. Et donc du coup, c'est ce qui va leur permettre de revenir de plus belle et du coup de réattaquer l'organisme. Mais là, du coup, votre drogue, elle va plus fonctionner parce que elles avaient d'autres caractéristiques, elles avaient d'autres mutations qui leur permettaient de résister à la drogue. Et du coup, maintenant, on essaye même l'immunothérapie. C'est un peu comme le vaccin contre le cancer, qui serait spécifique de votre cancer à vous, de vos cellules tumorales. Parce que du coup, vos cellules elles vont exprimer par exemple des antigènes qui leur sont propres. Et si on arrive à prendre vos cellules, à déterminer quels sont ces antigènes-là, eh ben on peut créer des anticorps comme un vaccin, des anticorps qui leur sont spécifiques. Et du coup, on va designer spécifiquement du coup, les extrémités de ces anticorps pour qu'ils reconnaissent l'antigène de la cellule tumorale. Et on va par exemple le lier à une radiothérapie. Donc tous les antigènes qui vont être capables de reconnaître votre cellule tumorale, elles vont la tuer. Et donc ça, et sinon, vous avez aussi les cellules de votre système immunitaire qui vont quand même rentrer en jeu, et ils vont repérer votre antigène là, et ils vont du coup permettre à la cellule de mourir. Et donc ça, c'est toute la recherche qui se fait depuis plus de 10 ans sur Pimp My Antibody, ou du coup designer des anticorps qui seraient spécifiques de votre cancer. Et du coup, sinon, je voulais vous parler de la première lignée cellulaire immortelle qui a été utilisée dans le monde entier et ce qui a fait toutes les percées en médecine et en traitement de plein de maladies, qui sont les cellules HeLa. Et donc vous avez un livre et un film même qui a été fait l'année dernière sur ces cellules-là, immortelles, les premières cellules immortelles qui ont été utilisées. Et du coup, c'est l'histoire d'une femme qui a été atteinte du cancer du col de l'utérus aux États-Unis. Et en fait, ils ont récolté ces cellules. Et en fait, c'était les premières cellules où ils arrivaient à les cultiver. Elles survivaient au milieu extérieur, dans un milieu qui était franchement pas top. Et elles ont survécu, et donc du coup, ils les ont envoyées dans le monde entier, dans tous les laboratoires du monde. Ils ont fait, voilà, c'est bon, on a enfin une lignée cellulaire qui survit et sur laquelle on peut tester plein de choses. Et du coup, c'est sur ces cellules-là de cette dame qui ont été faits les grandes percées, les vaccins. On a pu cultiver des virus et donc du coup trouver les vaccins grâce à ces cellules-là. Et par contre, ça a été jamais sans le consentement de cette dame qui est morte, ni sa famille. Et du coup, ils se sont fait les scientifiques qui ont trouvé ça, ils ont créé des sociétés de lignées cellulaires immortelles, ils se sont fait des millions grâce à ces cellules-là, et jamais la famille a été au courant, jusque dans les années 70, donc ça c'était dans les années 50, et 20 ans plus tard, ils ont été au courant, et puis ça a été du coup, forcément le grand choc de savoir que les lignées des cellules de leur mère étaient toujours vivantes dans tous les laboratoires du monde. Tout le monde en a de ces cellules-là. Enfin, j'imagine le choc, je sais pas, de savoir que des gens cultivent les cellules de votre mère pendant des années. Ils ont trouvé le vaccin contre la polio. Ils ont sauvé des millions de personnes. Et vous apprenez que c'était les cellules de votre mère. Waouh, je sais pas, le choc. Du coup, pour immortaliser les cellules, il faudrait éviter tous les mécanismes de mort. Et ça rentre par une surexpression d'oncogènes et une inhibition des suppressions, du coup des signaux de suppression de tumeurs qui seraient inhibés. Et dans les deux cas, ça donne une forte prolifération de cellules. Ça évite de rentrer dans ces morts cellulaires, mais dans ces deux cas-là, par contre, c'est pathogène. Ça, forcément, ça produit un cancer. C'est pour ça qu'on n'a jamais osé non plus traiter les patients avec des télomérases qui leur permettent de recréer leurs télomères. Parce que, est-ce que ça ne va pas juste produire un cancer généralisé plutôt que de les rendre immortels? Voilà, on n'y est pas là. Donc du coup, il y a bien plein de séries là-dessus, sur des vampires qui rendraient immortels, mais on n'a pas leur secret, ça c'est sûr. Et des séries sur plutôt le clonage,
Ça, c'est voilà, sur Netflix, Altered Carbon. Eux, ils arrivent à utiliser le clonage ou ils arrivent à mettre leur conscience de quelqu'un à une autre personne. Enfin, du coup, c'est une des formes d'immortalité, mais nous, on n'est pas là, c'est sûr. Voilà, merci. Merci de votre attention. Vous avez des questions? Est-ce que, c'est quoi le lien du coup entre la mortalité des cellules et la mortalité d'un organisme? Parce que là, tu as l'air de dire que si on immortalise des cellules, ça peut plutôt mourir. Oui, bah surtout ces moyens-là, en tout cas ces techniques-là, les cellules elles-mêmes, elles arrivent à être immortelles parce qu'elles ne meurent plus, mais au niveau de l'organisme, ça aiderait pas d'avoir des cellules immortelles comme ça, parce qu'en fait elles arrivent juste à leur niveau, leur capacité cellulaire à être immortelles, mais l'organe, par exemple le foie, il a une cellule qui est comme ça, bah, ça va pas s'étendre au foie en entier, le foie il va pas être immortel. Donc l'organisme il finit par mourir parce que de toute façon il n'aura pas cette capacité générale à être immortel. C'était ça ta question? Mais du coup, immortaliser des cellules, ça ne permet pas d'immortaliser quelqu'un. Non, ça permet pas d'immortaliser quelqu'un. Ou en tout cas on n'est pas là. Pourquoi pas, par exemple, immortaliser des cellules et quand même leur faire comprendre qu'ils doivent quand même continuer à... Ouais, avoir des signaux qui leur permettraient de reproduire. Avant, mais juste, Ouais, bah en fait, non, parce que du coup, elles le perdent. Elles arrivent juste à... Parce que souvent, du coup, ces signaux-là, c'est des signaux de pas de mort et de prolifération. Elles n'ont pas le signal de recréer un environnement sain. Leur but, ça va être juste de ne pas mourir et de proliférer. Du coup, on n'a pas... Je suis d'accord, il faudrait recréer le milieu pour qu'elle refasse sa fonction, mais c'est trop binaire, en fait. C'est juste pas mourir et proliférer. Du coup, ça marche pas. Donc, il faut quand même les cellules immortalisées et meurent en même temps que l'organisme qui est porte. Bah, en fait, ouais, il y a des cellules immortelles comme ça. À l'époque, par exemple, des cellules HeLa, ils avaient récolté plein de cancers différents, mais ils mouraient tous au bout d'un moment. Enfin, il y avait quand même un moment donné où ils avaient besoin de l'organisme, mais pas les cellules HeLa. Les cellules HeLa, elles, même sur votre peau à vous, sur des poussières, dans le laboratoire, elles réussissent à pousser, en fait. C'est pour ça que c'est des cellules assez extraordinaires, parce que même dans des milieux tout pourris, elles arrivaient quand même à se diviser. On ne sait pas pourquoi exactement ces cellules-là, elles ont cette capacité folle de se division et de rester en vie, mais c'est ce qui a permis ensuite d'avoir plein de cellules immortalisées, mais par contre, il y a plein d'autres lignées cellulaires qui sont pas aussi puissantes que les cellules-là, en tout cas. Il leur faut quand même quelque chose de... Ouais. Ouais, mais les cellules là, au début, je pense que ils les ont cultivées, mais c'était dans des milieux précaires, quoi. C'est ensuite qu'on a découvert comment mieux les cultiver, comment leur donner des sérums. Mais alors, quel sérum on leur donne? Du coup, c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui le sérum de veau et pas le sérum de chat. Enfin, c'est tout bête, mais on a réussi, grâce à ces cellules-là, à mieux cultiver les cellules. Donc, du coup, maintenant, on sait ce qu'il faut aux cellules pour les cultiver en laboratoire. Mais à l'époque de les cellules là, on n'en avait aucune idée, quoi. J'ai encore une question. Et pourquoi on meurt du coup? Est-ce que si on enlève tous les accidents, Ouais. est-ce que c'est juste... Bah, du coup, c'est plutôt un vieillissement, du coup, parce que nos cellules sénescentes, elles rentrent dans une sorte de coma, elles peuvent plus se diviser, mais elles sont encore là, elles peuvent envoyer des signaux, mais si plein de cellules, même les cellules souches, en fait, les cellules pluripotentes qu'on a, qui sont à chaque niveau de notre organisme, pour recréer les tissus, même elles finissent par arriver en sénescence. Donc il y a une sorte de vieillissement général où on a de moins en moins de cellules souches. On a du coup moins en moins de renouvellement, par exemple de la peau, moins en moins de renouvellement de chaque partie, chaque organe. Et donc du coup, on va avoir de plus en plus de cellules qui sont sénescentes, du coup qui sont toujours là, qui permettent aux cellules de vivre, mais qui permettent plus de se diviser. Donc du coup, elles permettent plus le renouvellement. Et du coup, les cellules, elles perdent une capacité. C'est comme nous, en fait, on imagine juste à notre niveau, nous, les gens qui travaillent le plus, ils sont fatigués plus rapidement. Donc, si les cellules, on leur demande longtemps un effort, et ben du coup, elles vont... C'est un vieillissement général qui fait que les capacités de chaque organe vont être diminuées. Et du coup, disons, le foie, il a une capacité diminuée. Et ben du coup, vous n'arrivez plus à détoxifier l'organisme. Et donc, du coup,
si vous détoxifiez pas, vous avez plein de choses qui circulent, qui sont mal pour votre organisme. Enfin, imaginons l'alcool, juste si vous arrivez moins à éliminer l'alcool, et ben, du coup, vous allez avoir des effets vraiment néfastes pour tout l'organisme, juste à ce niveau-là. Donc du coup, c'est une détérioration de leur capacité. Elles vont être plus lentes à faire le job, elles vont être plus lentes à faire tout et au bout d'un moment, même l'organe il va tellement mal fonctionner que il va avoir une rupture et où du coup, si l'organe ne fonctionne plus, le foie, si l'organe ne fonctionne plus, vous êtes mort, quoi. Il y a plus rien. Enfin, vous n'avez plus de globules rouges, vous n'avez plus j'arriverai plus à le dire. Merci. Question. Merci.